Dans ce nouvel épisode de Femmes fédérales, Marianne Dean, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate représentante, vous, de l'UDC. Vous avez 31 ans, et l'UDC Vaud, et évidemment toutes les candidates sont vaudoises. Et vous avez 31 ans, vous êtes juriste, stagiaire, avocate, jusque-là on est tout bon. Oui, tout à fait. Et vous êtes vous n'êtes pas lausannoise, vous êtes établie dans la région de la Riviera. Voilà. Exactement. Donc maintenant qu'on a un peu cerné dans quelle région vous avez, quelle partie vous avez représenté, est-ce que vous pouvez, premièrement, pour les électeurs ou les électrices, ou les gens qui écoutent cette vidéo ne connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter simplement, voilà, faire un peu votre parcours, donc on va dire depuis que vous êtes lancé dans vous intéresser à la chose publique et les choses que vous avez accomplies, jusqu'à maintenant cette campagne des fédérales dans laquelle on est en plein dedans actuellement. À la base, effectivement, je suis lausannoise, donc j'ai grandi à Lausanne. Ensuite, j'ai fait, au niveau de mes études, donc mon bachelor à Fribourg et mon master à Lausanne. Je suis 75% vaudoise, 25% fribourgeoise, ce qui explique un peu ce choix. Et puis aussi le fait que j'ai pas fait en bilingue mon bachelor, mais je pense que c'est vrai qu'on est aussi plus sensibilisé à l'allemand du côté de Fribourg. Et donc voilà, c'est assez réputé aussi, ce bachelor à Fribourg. C'est pour ça que j'ai eu à le cœur de le faire là-bas pour changer un peu de contexte. Et ensuite, je suis revenue à Lausanne pour le master, c'était quand même plus simple. Actuellement même, encore le centre de ma vie sociale reste pas mal quand même Lausanne, parce que voilà, j'ai grandi là-bas et puis c'est là-bas que j'ai le plus d'amis et de contacts. Et donc ça fait à peu près une année que je suis partie à la Riviera, donc j'habite maintenant à Montreux. Je suis vice-présidente aussi de l'UDC Riviera, et je pense qu'il y a pas mal de choses de potentiel à développer dans les villes justement. Donc je travaille à Aigle actuellement, donc du coup je me suis aussi rapprochée de mon lieu de travail de cette façon-là de manière pratique. Sinon, très rapidement, alors j'ai eu mon diplôme de master en 2015. Et puis j'ai exercé différents emplois. Je ne voulais pas faire une thèse, en tout cas pas tout de suite. On verra si j'en fais une par la suite. Mais j'en avais un petit peu. Enfin, j'en avais un peu assez d'étudier. Enfin, je pense que j'ai toujours en fait eu un souci de quelque chose de pratique. Enfin, J'aime vraiment travailler depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Je travaille à côté de mes études, 14-15 ans, donc depuis très jeune. Bon, je viens d'un milieu qui est relativement aisé quand même, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé avoir des expériences professionnelles. Donc, je me suis assez vite engagée dans la vie active et j'ai fait plein de choses différentes d'ailleurs. Je vais essayer de résumer tout ça assez vite, pas ennuyer tout le monde, mais peut-être un peu les différents emplois que j'ai exercés. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais... Mais surtout, qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes lancé après dans la vie publique et que vous avez choisi, par exemple, ce parti, l'Union démocratique du Centre Vaud? Qu'est-ce qui a fait que, voilà, après ces études, est-ce qu'il y a eu des déclencheurs? Est-ce qu'au contraire, vous vouliez faire de la politique depuis toujours? Qu'est-ce qui a fait que voilà, vous êtes lancé dans le domaine public? Non, je ne voulais pas forcément faire de la politique depuis toujours. Alors oui, bien sûr, je votais. J'étais quand même intéressée je m'intéresse à énormément de choses, hein, donc pas qu'au droit, justement. Donc ça m'a toujours beaucoup intéressée en fait, les différents sujets donc politiques mis sur la table. Donc ça oui, par contre au départ je suis un peu électron libre, donc j'étais pas forcément ultra politisée, on va dire. Vous n'étiez pas affiliée à un parti en particulier. C'est ça. Et pendant plusieurs années, puis bon, c'est vrai que ça me semblait aussi assez abstrait au départ, ces politiciens qui, j'ai l'impression, j'aime bien approfondir un sujet et des fois on en voit certains, ils parlent un peu de la pluie et du beau temps et puis il y a un peu un enchaînement de mots et tout et puis finalement on dit oui mais c'est quoi le fondement de tout ça, on en arrive où? Et du coup c'est vrai que au départ c'était pas forcément... je pensais, non, j'avais pas forcément l'idée de m'engager en politique. Et en fait, ça s'est fait, ça s'est fait un peu progressivement. Je pense depuis quelques années, le monde va pas si bien que ça, on le voit
à plusieurs égards. Et du coup, c'est un peu aussi un devoir citoyen de s'engager, à mon sens. L'élément vraiment déclencheur, c'était le Covid en 2020. Et donc, j'ai fait partie, dans un premier temps, des Amis de la Constitution, parce que j'ai trouvé que ce qui se passait en temps de Covid était extrêmement grave. Et ça, c'est un peu ma conception de femme de loi et au niveau des libertés fondamentales, des droits fondamentaux qui me sont chers, en fait, qui ont, à mon sens, été enfreints, en tout cas. Voilà, par exemple, mais même maintenant des personnes qui étaient actives dans le domaine de la santé le reconnaissent, hein, qu'il y a eu des choses quand même graves qui se sont passées. Je ne vais pas entrer dans tous les détails ici, mais il y a quand même des personnes âgées dans des EMS qui se sont fait séquestrer. Enfin, pour moi, c'est un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 CEDH. Hein, je pense que le terme n'est pas trop fort. Enfin, voilà, c'est ma conception. Aussi, comme on a traité des enfants, des personnes qui étaient effectivement vulnérables, je pense que c'est pas dans un état démocratique. Il y a des choses qui se sont faites qui étaient quand même, à mon sens, problématiques et graves. Et d'où ma volonté, j'ai participé donc à la signature des référendums et d'où la volonté de commencer à vraiment m'engager en politique. C'est la première fois, on peut rappeler, c'est la première fois que vous êtes vraiment engagé vraiment en politique, c'est pour ces référendums contre les mesures anti-Covid. Voilà, à partir de 2020, effectivement, oui, tout à fait. Et puis, peut-être ce qui convient de préciser, c'est que hormis le Covid, ça c'était une démonstration un peu de certaines hystéries collectives. Il y a Ariane Biléran qui est je sais plus, psychologue, je crois, française, j'ai lu un de ses ouvrages, qui en a parlé. Je pense qu'on vit dans un monde qui est globalement maintenant dicté par un peu l'hystérie collective et une sorte je sais comment expliquer ça, de problèmes d'immédiateté, compulsivité de notre société. L'émotionnel et pas rationnel. Voilà, exactement. Et ça, je pense, c'est extrêmement problématique. On le voit maintenant par rapport à ce qui se passe en France, ces émeutes, ces jeunes, justement. Mais pour dire qu'en fait, on prend un cas particulier et on en vient à des choses qui se rapprochent. Alors, je ne dis pas qu'on est dans un état de guerre civile, mais enfin, je pense qu'en France, il y aura des énormes dégâts avec ça. Et en temps de Covid, je trouve que c'était un peu pareil. Alors, il n'y a pas forcément eu de casse ou comme ça, mais les gens devenaient hystériques, les gens réagissaient extrêmement sur l'émotionnel, et je pense que dans un état de panique comme ça, et certains médias ont joué aussi avec ça, et donc voilà. Et je pense qu'effectivement, c'est pas bon d'encourager cette peur chronique, et ce sentiment de mal-être, et il est de plus en plus présent depuis plusieurs années où vraiment le débat est complètement du registre de l'émotionnel, et je pense qu'on fait rien de constructif et c'est plutôt destructeur d'aller dans cette voie-là. On voit bien le moment dans lequel vous êtes engagé, où ça a été un déclic. Je dis il faut que je m'intéresse à la chose publique parce que ça va contre un certain nombre de valeurs qui sont chères à mon cœur. Question: pourquoi spécifiquement l'UDC? Est-ce que c'est parce qu'il fallait avoir une plus grande structure pour se connaître? Parce qu'il y a certains qui font de la politique en Suisse, on le rappelle, hein, pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément, qui regarderaient ce reportage en étant ailleurs. La politique en Suisse, on peut s'investir sans forcément être membre d'un parti. On peut être membre d'un mouvement, d'une association, participer à des récoltes de signatures, comme on a dit, faire des débats dans le public. À titre personnel, moi je fais un travail entre guillemets politique, mais je ne suis affilié à aucun parti. Qu'est-ce qui a fait cette bascule justement du moment où je m'engage pour un objet qui est important pour moi, où je me sens impliqué, et je dis je vais rejoindre une structure politique comme une autre, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais comme celle de l'UDC. Qu'est-ce qui a fait ce basculement, et justement pourquoi ce choix de l'UDC que vous représentez aujourd'hui dans Femmes Fédérales? D'accord, ok. Alors je vois deux volets dans votre question. Donc déjà, pourquoi je me suis mise dans un parti politique, j'ai fait ce pas-là. Je vais effectivement le préciser. Et deuxièmement, pourquoi l'UDC et pas un autre parti, voilà, par exemple de droite ou enfin par rapport à la gauche et tout. Donc après, je vais donner des précisions aussi supplémentaires à ce sujet. Déjà, pourquoi est-ce que je me suis mise dans un parti politique? Parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec des associations. Effectivement, je salue ces associations qui protègent les droits fondamentaux. Mouvement fédératif roman, maintenant il y avait le Virus... je sais plus comment ça... Virus des libertés, c'est ça, c'est un mouvement aussi associatif, hein, sauf erreur de ma part. Et donc, effectivement, c'est des mouvements qui sont bien, qui ont aidé, à mon avis, dans cette période de crise. Que vous soutenez d'ailleurs. Que je soutiens toujours, effectivement, oui, tout à fait. J'apprécie beaucoup Michel Caillé, par exemple, et d'autres personnalités de ce milieu-là que je trouve tout à fait
voilà, que je trouve tout à fait bien. Et donc du coup, effectivement, je pense que c'est une bonne chose, mais après, le souci, c'est qu'une association a toujours, enfin là c'est un peu au niveau d'un point de vue juridique, je ne vais pas trop vous barber avec ça, mais, mais d'un point de vue, disons que si on prend le code civil, une association va toujours défendre un certain sujet, et la politique, à mon avis, c'est très très vaste. On ne peut pas laisser rester forcément cloîtré un peu dans des sujets, être un peu... Enfin, alors je dis pas qu'une association c'est forcément monomaniaque, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est vrai que donc voilà, il y a eu le Covid, mais le problème il est plus général que ça à mon sens, hein. Alors je dis pas que c'est un prétexte non plus, mais enfin je pense qu'effectivement c'est plus une dynamique qui est actuelle, qui est plutôt un peu toxique, et que si on veut aller plus avant à un moment donné, ben il faut franchir le pas de se mettre dans un parti. Et puis, c'est pas un parti émergent. Alors, il y a eu justement, je crois que ces associations pro-liberté au niveau cantonal, elles avaient fait en fait un parti au niveau cantonal aux dernières élections cantonales, effectivement, mais au niveau fédéral, enfin voilà, c'est vrai que on ne peut pas comparer, on ne peut pas émerger déjà du jour au lendemain. Alors, ouais, je salue effectivement leur initiative, ce qu'elles mettent en place. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Ces partis traditionnels, si on veut, ils sont là depuis très longtemps. Et du coup, évidemment, ils sont bien implantés. Et puis, c'est en se mettant dans un parti qu'on peut vraiment essayer de faire bouger les choses, à mon sens. En tout cas, à l'échelle nationale, hein, évidemment. Si on parle d'une échelle, on peut toujours faire quelque chose au niveau local. Et c'est toujours bien de voir les différents échelons. Mais je pense que la problématique, elle est aussi là au niveau national, et c'était ma volonté de m'engager dans un parti pour effectivement... Enfin, le gros problème de ce qui s'est passé en temps de Covid, c'était surtout au niveau national. Alors après, il y a aussi au niveau cantonal. Il y a des grosses différences entre cantons quand même, hein. Je veux dire, le canton de Vaud, au niveau ségrégation, n'a pas été la même chose que des cantons comme Fribourg ou d'autres cantons romans. Je suis d'accord, il y a eu des implications fédérales, il y a eu des différences relativement sensibles entre les différents offices cantonaux. Mais le nœud du problème, selon moi, c'était quand même la séparation des pouvoirs et la loi Covid, qui posait des graves problèmes, en fait, au niveau de la Constitution, au niveau démocratique. Et le problème, c'était le Conseil fédéral, qui effectivement est intervenu dans un premier temps. Alors oui, bien sûr qu'il y avait une législation d'urgence, cette possibilité qui était offerte, on va dire. Mais après coup, quand le Parlement a repris la main, il ne l'a pas vraiment repris. Après, il y avait encore des... en fait, il a donné... au Conseil fédéral le pouvoir de continuer ce qu'il faisait avec justement sa législation Covid. Et ça, pour moi, c'est extrêmement grave. Et donc, ça s'est passé au niveau du Parlement. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre de l'ordre dans ce Parlement. Enfin, c'est mon avis. Après, voilà. C'est justement pour ça que ça nous amène à la fin de cette première partie. C'est justement qu'est-ce qui a fait que, on a compris, vous avez rejoint un parti. Et maintenant, du coup, vous êtes sur les listes de l'UDC Vaud, sur la liste principale, pour il me semble que vous n'êtes pas énormément de femmes, il y a genre peut-être 3 femmes, il me semble, sur cette liste principale. Et donc, j'en ai pas énorme. Pour le coup, d'autres partis, on a le choix. Là, pour le parti, on n'a pas énormément de choix pour cette série. Donc, on est ravis que vous ayez accepté, parce que moi, tous les partis principaux, en tout cas importants du canton de Vaud, sont représentés. C'est une très bonne chose pour la démocratie et pour l'éthique journalistique de ce reportage. Par contre, vous êtes retrouvé sur ces listes, et qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé dans les élections fédérales, justement? Parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là, c'est pour la campagne fédérale. Vous auriez pu, je sais pas, commencer par des élections locales ou cantonales, et en fait, vous êtes retrouvé directement sur une liste fédérale. Pourquoi? Alors, comment ça s'est fait? Voilà, alors donc déjà peut-être pourquoi j'ai choisi l'UDC, donc j'ai partiellement répondu, enfin comme je pense tout le monde le sait, c'est le seul parti qui a aussi pris un contre-pied par rapport au Covid, qui a aussi pris un contre-pied par rapport à les interventions au niveau fédéral en Ukraine notamment, enfin plus ou moins direct, mais enfin voilà, et qui a défendu la neutralité, ce que je soutiens également aussi, parce que je pense qu'abandonner la neutralité est quelque chose extrêmement dangereux. Et ensuite, il y a une autre raison pour laquelle je suis dans ce parti-là, c'est que c'est un parti, alors qui est critiqué par ses adversaires comme étant populiste, mais au contraire, moi je le vois comme quelque chose de positif et pas de négatif, le fait de... Non. Vous revendiquez pas populiste. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est une insulte et pas une insulte, donc...
Bah, enfin, c'est un mot parmi d'autres, mais ça n'a jamais été. Enfin, le populisme, c'est pas forcément négatif de base, donc je me posais la question. Je revendique pas spécialement populiste. Disons que je suis aussi pas forcément d'un milieu modeste, comme je le disais. Donc enfin, voilà, je me revendique pas forcément. Enfin, j'aime pas trop mettre une étiquette en fait, tout simplement. Mais je pense que, enfin, dans le sens que c'est quand même l'UDC qui soutient la classe moyenne, qui soutient le pouvoir d'achat par rapport à d'autres partis peut-être plus bourgeois de droite, par exemple le PLR. Finalement, je trouve que l'UDC soutient plus facilement les PME et la population, la classe moyenne. Et c'est aussi un peu le seul parti de droite qui veut vraiment faire quelque chose pour baisser les impôts et améliorer la condition de cette classe moyenne. Et alors après, je ne dis pas aussi par rapport aux classes ouvrières, et je comprends tout à fait, mais ce n'est pas un combat comme veut un peu le faire croire Monsieur Maillard, des riches contre les pauvres, ou inversement. C'est pas ça. En fait, si vous regardez les statuts de l'UDC Vaud, en tout cas, l'UDC Suisse, je ne sais pas, j'imagine que c'est un peu pareil. J'ai surtout regardé celui de l'UDC Vaud. Mais enfin, l'UDC est censé soutenir toutes les classes de la population. Même si actuellement on l'assimile plus, en tout cas dans le canton de Vaud, à un parti qui est pour la défense des agriculteurs et tout, enfin ce qui est très bien, hein, c'est aussi des gens qui méritent d'être soutenus. Un parti conservateur, voilà, un parti conservateur européen normal, quoi. Enfin, c'est en tout cas comme ça qu'il est vu dans le canton de Vaud, dans un parti plutôt rural, comme vous l'avez dit, ouais. Mm-hmm. Dans la partie rurale du canton, c'est vrai qu'il est un peu moins présent dans les villes que dans d'autres régions de la Suisse, où il est un peu plus présent. On peut penser à peut-être Zurich ou Berne. Mais conservateur, c'est comme populiste. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, je ne pense pas que je sois quelqu'un de particulièrement conservateur quand on me voit comme ça. Non. Donc voilà. Donc justement, en même temps, comment est-ce qu'on peut être conservateur et défendre les libertés? Enfin, pour moi, le terme conservateur n'est pas vraiment non plus le terme approprié. En tout cas qui ne me correspond pas, peut-être à certains de mon parti correspond, hein, peut-être certains se revendiquent conservateurs, ça les regarde. Je ne fais pas de jugement, je pose juste des réflexions qui sont faites par la population ou des poncifs qu'on voit, vous avez le droit de ne pas être en accord avec ça. Je fais le relais des questions. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, est-ce que entrer dans l'Union européenne, c'est être conservateur ou ne pas être conservateur? Selon moi, c'est pas forcément être conservateur, c'est juste être réaliste. Enfin, je pense que pour l'avenir de notre pays, il est mieux de ne pas entrer dans l'Union européenne. Oui, mais ça voilà. On posera la question à un autre moment. Et donc, du coup, cette volonté de se lancer dans cette, pour finir rapidement, donc campagne fédérale, qu'est-ce qui vous a motivé à la faire? Plutôt que juste d'être dans un parti, défendre vos idées, être implanté localement. Alors, donc, pourquoi la campagne fédérale? Alors, j'ai déjà fait la campagne cantonale, en fait. Donc là, j'étais dans un autre district. Hein, j'étais le sous-arrondissement, en fait, Ouais. Palinges-Romanel. Donc voilà, on était un petit groupe, c'était sympathique. La campagne s'est bien passée. J'ai trouvé que c'était une jolie expérience, vraiment. Et au niveau fédéral, pourquoi? Parce que, alors effectivement, pour le moment, j'ai pas de mandat politique particulier. Je suis vice-présidente, comme j'indiquais, de ma région. Donc j'ai déménagé sur Montreux. Je pense que c'est une région aussi qui doit se développer, où il y a quand même un bon potentiel. Enfin, je pense que dans les villes, il y a un potentiel de personnes intéressées par nos idées et qui peut quand même être élevé, effectivement. Donc après, c'est à nous aussi de bien savoir comment défendre ces idées et amener des membres, notamment. Donc ça, il y a un travail de terrain qui me plaît beaucoup, justement, à faire au niveau aussi local du district de la Riviera. Et donc, faire les élections fédérales, déjà de 1, ça me permet de toucher peut-être une population qui sera sensible à nos idées dans la région. Donc, je ne pense pas qu'au niveau des élections, mais à plus long terme que ça, justement. Je pense que c'est important de ne pas être de nouveau dans l'immédiateté. Voilà. Et par ailleurs, je trouve que c'est aussi important de se présenter au niveau fédéral parce que... avec mon profil juriste, vous avez vu, je pense que vous avez soulevé qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais il y a aussi pas beaucoup de juristes et d'avocats à l'UDC. Donc, du coup, je pense que c'est une bonne chose, en fait, que ces personnes-là qui soient aussi représentées, parce que les gens veulent s'identifier. Donc, effectivement... Une diversité à l'intérieur du parti. Voilà, qu'il y ait une diversité à l'intérieur du parti, parce qu'évidemment, on va toucher plus de monde si on a des candidats qui ont un profil divers et varié, plutôt que
toujours les mêmes. Parce que sinon, par exemple, moi je connais des personnes qui sont qui votent plutôt PLR, qui sont membres PLR, mais qui maintenant sont finalement plus d'accord avec certaines idées de l'UDC, mais après en même temps ils se disent ah oui mais c'est plutôt les campagnes qui sont représentées que les villes, et du coup c'est un peu dommage qu'il y ait cette situation, on va dire pas de blocage, mais qui en fait freine certaines personnes en se disant ah oui mais moi est-ce que vraiment un agriculteur il va être sensible à moi, mes problèmes de citadin urbain, et je pense il y a ces questions là qui se posent. Alors évidemment l'électorat UDC il est très fort dans les campagnes, c'est bien, mais maintenant je pense qu'il y a effectivement un potentiel dans les villes qui est intéressant. Et puis au niveau, pour finir de répondre à votre question, au niveau fédéral, je pense que c'est aussi des questions qui me touchent plus encore qu'au niveau cantonal ou communal, parce que ça, c'est plutôt par ma profession libérale que en fait, les lois, les problématiques fédérales sont plus présentes aussi par ma pratique, et du coup, je pense que il y a un plus grand impact à amener au niveau fédéral également. Voilà. Donc, vu que vous êtes particulièrement intéressé par les thématiques fédérales, vous allez pouvoir défendre. Pour vous, dans cette campagne, quelle est la thématique que vous voudriez mettre en avant, dont vous voudriez mettre dans le débat public, que vous voudriez défendre, un objet en particulier? Alors, essayez, comme je dis à toutes les candidates, essayez d'être un tout petit peu précise dans les réponses à un objet en précision, pas simplement la liberté ou voilà, c'est des grands concepts. On n'est pas là pour faire de la politique politicienne, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, essayer d'aller un peu plus dans les détails et dire, bon, moi, sur ce sujet-là, ça me touche, ça m'intéresse et j'ai envie de défendre dans cette campagne pour les fédérales. Alors je pense qu'il y a des réformes importantes pour la population à faire dans le domaine notamment de la santé, où les primes d'assurance maladie pèsent extrêmement lourd dans le budget. Ça aussi, c'est pas simplement c'est pas que ça m'est tombé du ciel cette idée-là et tout, ou que mon parti me l'a vanté, mais ça vient vraiment de ma pratique. Dans une étude d'avocat, j'ai vraiment affaire à différents couches sociales, des personnes qui sont relativement modestes ou même de la classe moyenne justement, ma classe moyenne inférieure, mais même des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources de la classe moyenne qui s'appauvrissent de plus en plus. Et ça, c'est dû à souvent, c'est pas vraiment le revenu le problème, comme la gauche le dit, que c'est souvent qu'il faut augmenter les salaires et tout ça. Je reviendrai peut-être après par rapport à cette problématique. Mais à mon avis, c'est surtout les charges qui sont extrêmement élevées et les primes d'assurance maladie qui sont complètement exagérées par rapport à des jeunes gens qui ont par exemple des franchises de 2500 francs, qui ont moins de 30 ans, enfin voilà, en tout cas qui sont jeunes en bonne santé et qui doivent payer 300 à 400 francs par mois. C'est quand même, ça pèse extrêmement lourd dans le budget. Et il faut savoir que d'ailleurs c'est une réalité, hein, c'est pas à nouveau, je le sors pas d'un chapeau, parce que il y a une personne sur deux qui est au bénéfice de subsides dans le canton de Vaud. Les autres cantons, j'ai pas regardé, mais c'est quand même énorme. Et on peut pas continuer comme ça. Finalement, les subsides, c'est aussi payé par la voie des impôts, là aussi où la gauche essaye justement de ramasser de l'argent à la classe moyenne et à la population. Et du coup, je suis assez critique vis-à-vis de ça, parce que je pense qu'il est nécessaire de faire des réformes à ce niveau-là, par rapport à la LAMAL, ou alors qu'il y ait l'organisme de contrôle des assurances maladies de base, hein, pas complémentaires, c'est notamment l'OFSP. Et je pense que voilà, par rapport aux réserves de ces assurances, peut-être qu'effectivement, il y a quand même des choses qui sont pas très claires. Je sais pas forcément que net ou pas, enfin je n'ai pas été vérifiée moi-même, donc mais il y a des questions qui se posent. Je suis très critique, oui, effectivement, et surtout qu'après le Covid, à mon avis, c'est pas le secteur qui s'est appauvri le plus, hein, par rapport à la restauration et l'hôtellerie notamment, et pourtant les primes s'élèvent, prennent l'ascenseur, donc là il y a de quoi critiquer. Et je pense qu'effectivement ça fait déjà un moment, hein, qu'il y a ces critiques par rapport aux réserves de l'assurance maladie de base notamment. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire passer? Comment est-ce qu'on fait? Restons sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on fait, imaginons soyez élu, ou en tout cas avec une influence parlementaire, hein, au niveau politique, comment est-ce qu'on fait pour, au niveau des politiques publiques, comment est-ce qu'on fait pour faire aller le système de santé, d'assurance de prime maladie à la baisse?
Alors, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, bien entendu. Donc, je pense que il faudrait voir pour peut-être mettre un plafonnement dans la LAMAL. Enfin, la LAMAL est quand même extrêmement vague si on la regarde. Donc, en fait, les assurances maladie peuvent faire ce qu'elles veulent, plus ou moins en tant que privées. Alors, elles sont contrôlées, bien entendu. Mais enfin, elle dégage comme des bénéfices. À mon avis, elle n'en dégage pas qu'au niveau de ces assurances complémentaires qui sont quand même nettement moins chères. Et tout en sachant aussi que dans l'assurance de base, il y a plein de prestations qui ne sont pas prises en ligne de compte. Il y a par exemple tout ce qui est frais dentaires, frais oculaires, qui sont censés être quand même un peu des prestations de base. C'est pas pris en compte et c'est quand même, on peut dire, du coup un peu étonnant que ces primes soient aussi élevées. Après, je ne veux pas non plus noircir le tableau, dans le sens que par rapport à d'autres modèles européens, enfin moi je ne suis pas forcément une partisane de la caisse unique. Et j'avoue que sur ce point-là, j'ai pas forcément un avis très tranché. Voilà, il faudrait que je verrai si je suis élue effectivement. J'étudierai encore de plus près la question. Mais effectivement, on a quand même des prestations de qualité qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres États européens, on va dire, qui sont précieuses. Et puis, il ne s'agit pas de peut-être jeter le bébé avec l'eau du bain, mais par contre, avoir, peut-être un plafonnement et puis une sorte de... Là, ce qui ne joue pas, c'est qu'on voit que les subsides, c'est même des gens jeunes qui les ont avec des franchises élevées et qui sont en bonne santé. Finalement, si c'était des subsides que pour la population qui est âgée, qui pourrait aider des personnes âgées qui ont de la peine à nouer les deux bouts, on comprendrait plus facilement. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous pensez qu'il y a une discrimination en Suisse entre la situation des jeunes par rapport à l'assurance maladie et des personnes, on va dire, plus âgées? C'est assez complexe comme problème et il y a quand même des personnes effectivement âgées. Il y a eu des reportages qui ont été faits qui ont beaucoup de peine à nouer les deux bouts, donc avec l'AVS et tout. Donc le but, c'est pas non plus de les discriminer ou de péjorer leur situation à elles non plus, mais s'attaquer au vrai problème. Et à mon avis, ces caisses maladie, je dis pas qu'elles font du mauvais travail, mais enfin, on a vu qu'il y avait quand même des vrais problèmes vis-à-vis de ça. Mais c'est comme les entreprises pharmaceutiques par rapport au contrôle de Suisse Médic et tout. Je ne sais pas exactement comment ça se passe dans la pratique, mais c'est vrai que les prix des médicaments sont extrêmement élevés et je ne sais pas comment c'est contrôlé, mais finalement il y a certains médicaments qui coûteraient moins cher, qui ne sont pas mis sur le marché simplement pour que parce que voilà, un médicament plus cher est plus rentable. Et c'est extrêmement... du moment qu'on offre un service public à la population, c'est pas justement, je le répète, c'est pas comme des assurances complémentaires où là, voilà... c'est pas un service privé, ça que vous voulez dire. Exactement. Donc, c'est dans l'intérêt public. Et donc, à ce moment-là, c'est aussi comme les situations de monopole ou de carte. Moi, je parle de cartel d'assurance. Il faut faire très attention à ça, c'est dangereux. Puis surtout dans le domaine de la santé, vous vous rendez compte le pouvoir qui est concentré aux mains de ces assurances. Enfin, quand on parle de santé, le pouvoir qui, en fait, avec la santé, voilà, on peut facilement faire peur aux gens, les influencer, etc. Enfin, le meilleur exemple, c'était le Covid, parlant lui-même, mais dans d'autres situations, il y a la même problématique, j'entends. Peut-être dans une moindre mesure et ça touche moins de personnes, mais enfin... Et dans quel autre domaine vous voudriez lutter justement pour le pouvoir d'achat de la classe moyenne et des classes travailleurs et travailleuses en Suisse, dans le canton de Vaud, vu que vous concourez pour être élu vaudoise? Il y a l'assurance maladie, c'est un gros problème au niveau de l'inflation et du budget des ménages, mais il n'y a pas que ça. Donc quels sont les autres domaines dans lesquels on pourrait faire quelque chose et comment est-ce qu'on pourrait le faire? Pour moi, il y a justement où je rejoins aussi beaucoup les idées de l'UDC, c'est par rapport à l'imposition qui est extrêmement élevée. Laquelle? Les différents impôts. Donc, vous voulez oui, justement, il y a plusieurs impôts, donc vous ciblez lequel? Bon, alors après, c'est vrai que c'est plus au niveau cantonal qu'au niveau fédéral. Mais par contre, par exemple, moi, je serais pour la suppression de l'impôt fédéral direct. On était censé le supprimer il y a des années en arrière, et puis le PLR n'a jamais réussi à le supprimer. Alors je pense que voilà, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. On tranche dans le vif là. Mais en fait c'est un impôt qui n'a pas forcément de raison d'exister au départ, donc voilà, qui avait été mis
en place en fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, sauf erreur de ma part. Voilà, et en fait, c'est ça, c'est pour ça que je suis dans un parti de droite, c'est qu'une fois que l'État s'arroge une prérogative, après il n'entend plus la rendre. Ça, au niveau des libertés, forcément, c'est pour ça que je suis plus dans un parti de droite, parce que c'est de nouveau la liberté des individus et de la population qui me sont chers en fait. Vous avez l'air d'avoir une certaine dent contre la politique fédérale actuelle et une partie des impôts. Alors, pas des impôts, mais justement des personnes qui l'utilisent, en tout cas au niveau fédéral. C'est marrant de dire je concours à une élection pour essayer de régler les problèmes à ce niveau-là, parce que vous ne pensez pas que des problèmes de ces différents partis, c'est aussi également au niveau local et cantonal, ou il y a vraiment un gros dysfonctionnement politique au niveau fédéral? Alors non, les impôts, effectivement, l'imposition, c'est aussi un problème au niveau cantonal. Hein. On est d'accord que, par exemple, l'impôt sur le revenu et en même temps la fortune, ça fait déjà doubler. En fait, on vous impose 2 fois sur la même chose quand même. Donc voilà. Donc après, par exemple, l'impôt sur la fortune, d'ailleurs, il n'y a pas tous les États européens qui l'ont. Enfin, je ne sais pas si la Suisse est une exception. Je ne me suis pas penchée sur la question de manière générale. Mais enfin voilà, après, vous allez me dire, dans d'autres États, il y a d'autres impôts. Mais je pense que les États qui ont beaucoup d'impôts sont pas forcément les États qui se portent le mieux. Hein. Donc voilà, je dis pas je suis pas non plus pour la suppression de tous les impôts, puis qu'il n'y ait aucune contribution qui soit donnée à l'État, bien entendu. Il y a des services publics, et puis faut les payer, mais c'est pas en taxant à outrance ou en imposant à outrance que voilà, et en coulant la population active qu'on crée de la richesse, en fait, c'est ça. Selon moi, voilà. Donc, mais est-ce que vraiment vous êtes plus critique la cible des attaques est plus sur l'impôt, on va dire, des ménages, ou plutôt sur celui des entreprises? alors, les petites entreprises, les PME, les petites et moyennes entreprises ont aussi des impôts extrêmement élevés. Et en plus, vous payez à double hein, si vous avez une SA ou une société anonyme, pardon, ou une société à responsabilité limitée, par exemple. C'est une autre personne juridique. Donc, vous allez être effectivement taxé à double. C'est pour ça que certains choisissent plutôt la raison individuelle pour des questions fiscales notamment. Enfin, il n'y a pas que... Alors, par contre, ils sont moins bien protégés, effectivement, s'il y a un cas de faillite ou autre, là c'est pour leurs pommes, mais dans le sens que c'est vrai que je pense qu'effectivement il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises aussi qui sont écrasées actuellement. Ils ont déjà la TVA qui est élevée, et puis après des impôts justement sur le capital, sauf erreur, le capital, et puis bon, enfin, je crois qu'ils ont 2 impôts différents, le capital et puis je sais plus l'autre, effectivement. Donc ils sont taxés aussi de manière assez accentuée, effectivement. Donc les charges des PME sont aussi, pardon. Il y a la taxation sur le capital, il y a la taxation sur les revenus, hein, simplement, que fait l'entreprise. Évidemment, l'entreprise va payer des impôts, en tout cas quand elle a la chance que ça tourne bien et qu'elle fait du profit, elle va payer l'impôt justement sur ce revenu une fois bénéfice, voilà, je cherchais, je crois. Le revenu, c'était justement pour les personnes physiques, je voulais être précise. Et sur les entreprises, l'impôt sur bénéfice. Voilà. Après, les personnes physiques, par exemple, si elles sont dans une entreprise, elles reçoivent un dividende et tout, elles sont taxées aussi au niveau de leur revenu. Enfin voilà, donc effectivement, ça double les impôts et ça double beaucoup de choses. Surtout pour Enfin maintenant, moi je dis, donc mon employeur, elle est indépendante, donc, mais il faut presque être un peu kamikaze, on va dire, pour être indépendant. Hein. C'est quand même... Enfin, le terme est un peu fort, mais... Vous pensez que les indépendants ne sont pas suffisamment soutenus en Suisse? Non, vraiment pas. Je pense qu'effectivement, c'est la droite qui, en tout cas une partie de la droite, effectivement peut-être moins dans les partis bourgeois du style PLR. Enfin, il y a une partie du PLR hein, qui est aussi favorable aux PME, mais c'est vrai que je pense que je suis aussi à l'UDC pour cette raison-là, parce qu'ils encouragent quand même l'innovation. Et effectivement, que la possibilité pour des petites entreprises de se développer. Comment est-ce qu'on ferait pour, justement, allons dans l'aspect solution, parce que vous êtes aussi là pour en proposer. Quelles mesures on pourrait mettre en place, en tout cas au niveau fédéral, mais également aussi au niveau de la politique citoyenne à tous les étages, pour favoriser le développement de structures individuelles, le développement d'esprit d'entreprise et ce genre de choses? Quelles mesures il faudrait mettre? Au-delà simplement de dire
On va, Alléger il les peut y avoir au charges. niveau taxes, au niveau des taxes et des Oui, charges. oui, oui. Voilà. Alors effectivement, déjà au niveau des taxes et des charges, je pense que c'est assez dissuasif. Après, effectivement, il y a de toute façon le risque d'entreprise qui existe. Enfin bon, voilà, ça c'est normal, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis, mais bon, après, vous créez effectivement une structure sociale, une société anonyme ou une SARL, vous êtes quand même protégé en principe vous-même, à moins qu'on vous poursuive pour mauvaise gestion et autres. Mais c'est quand même relativement assez compliqué, quoi. Enfin, après, évidemment, si vous avez vraiment mal géré, vous pouvez aussi avoir... Et quelles mesures incitatives on pourrait mettre en place? Au-delà de mesures, on dit on va faciliter le. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Parce que des fois, il y a des gens qui sont même pas au courant qui font faillite parce que moi, il y a des gens qui ne connaissent pas ces difficultés et cette façon de gérer économique. Mais comment est-ce qu'on développe l'esprit d'entreprise et l'esprit d'innovation en Suisse qui, des fois, dans certains secteurs, manque cruellement par rapport à d'autres? Alors, il y a des structures qui sont en place, hein, des structures quand même associatives. Il y a par exemple le centre patronal ou celle qui est à Tolochla, là, à côté de, c'est quoi, cette fédération des entrepreneurs. Voilà, fédération des entrepreneurs. Enfin, après, au niveau de toute la Suisse, c'est vrai que c'est plus des entreprises locales. Vous avez par exemple, enfin des entreprises, pardon, des associations. Vous avez... alors, je ne sais pas comment ils sont toujours organisés sous forme associative ou de coopérative, par exemple. Dans le milieu agricole, par exemple, vous avez aussi des coopératives qui sont assez actives. Donc, tant mieux, hein, ça c'est à saluer. Donc, ça c'est au niveau privé. Après, je ne dis pas que l'État ne peut rien faire. Il y a aussi, par contre, dans le domaine de la restauration, sauf erreur de ma part, il y a Gastrovo, enfin, il y a d'autres. Il y a certains qui s'est un peu mobilisé, d'ailleurs, mais pas assez à mon sens, pendant le Covid, justement. Enfin, je crois qu'ils étaient assez partagés. Donc, voilà. Ah, je confirme. Voilà, ils ont pas assez soutenu à mon sens, alors que ça leur revenait aussi de faire quelque chose, hein, en tant que voilà, association privée avec un but associatif de défendre leurs membres. Alors après, je conçois bien que rien n'est simple et je ne veux pas jeter la pierre à quelqu'un en particulier. Mais au niveau de l'État, il y a possibilité vous avez, par exemple, vous pouvez faire des appels d'offres pour des projets et puis favoriser comme ça certaines innovations dans certains... Enfin, mais là, par exemple, alors moi, j'étais... je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'étais pas forcément pour les solutions de la loi sur le climat. Mais ce que j'ai trouvé encore bien par rapport à ce que proposait cette loi, c'était le volet qui me plaisait. Il y avait un gros autre morceau qui me plaisait pas. Enfin, c'est pas le but de trop parler de ça en ce moment. Vous avez le droit de défendre votre opinion, mais dites il y a un truc qui vous plaisait dans la loi dans le climat. Donc on est très content de savoir et que vous allez pouvoir le défendre. C'était justement d'encourager. Enfin, ça me donnait l'impression. Hein, c'était très général et je sais pas comment ça va être en œuvre, mais d'un peu de subventionner certains projets et d'encourager certains projets au niveau des énergies renouvelables. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, effectivement, si on va dans cette voie-là. Mais voilà, on est toujours... le problème, c'est que c'est plutôt essayer de faire la promotion, d'encourager, de sensibiliser, de faire aussi de la promotion, mais aussi de la prévention. Il y a aussi possibilité de faire ça dans tous les domaines, plutôt que d'interdire, de taxer et d'embêter la population avec des normes où, en fait, où finalement... comme en prendre une image, c'est un peu la pyramide des besoins de Maslow. Hein, vous voyez, justement, on ne va pas commencer en fait à mettre des contraintes à des gens et puis, s'ils arrivent, ils ont déjà de la peine à nouer les debout. Par exemple, les problématiques écologiques, etc., ça va leur passer à des kilomètres au-dessus. C'est normal parce que quelque part, pour eux, c'est d'abord quand même un minimum de confort avant de penser à des choses, vous voyez, qui finalement, à ce stade-là, les dépassent. Ils courent déjà toute la journée et puis qu'ils ont de la peine à se sortir d'une situation qui est serrée. Et bien justement, on va parler de contraintes envers la population et de choses qui les embêtent en passant à une question sur la mobilité. Le canton de Vaud et la ville de Lausanne en particulier, mais le canton de Vaud a eu pas mal de soucis au niveau de sujets qui ont pris le débat public en ce moment. C'est des questions qui m'ont été pas mal remontées. Si tu as des politiques, est-ce que tu peux leur poser la question de la gare, la question de la gare de Lausanne, la question des 30 km/h dans la ville de Lausanne entre 22h et 6h du matin, la question du développement des pistes cyclables, du vélo, comme ça.
il y a beaucoup de choses qui pèsent en ce moment, à la fois dans le discours, en disant il faut faire mieux, il faut faire attention, etc., ce qu'on peut comprendre, et d'un autre, des aménagements qui, de toute évidence, en ce moment, sont défaillants dans un certain nombre de domaines. Quelle est votre vision justement sur cette problématique de mobilité au centre général pour les Vaudois et les Vaudoises et particulièrement pour les travailleurs et les habitants de l'agglomération lausannoise qui sont confrontés à de nombreuses problématiques ces derniers temps et surtout votre vision après comment est-ce qu'on peut les régler parce que pas mal de soucis sont non seulement au niveau local mais aussi au niveau fédéral. On s'en est aperçu avec le dernier documentaire de temps présent justement sur l'aménagement de la gare de Lausanne. Alors, j'ai pas vu le documentaire de temps présent. Non, c'est sûrement pour les gens. Voilà, enfin, si vous voulez m'apporter après des précisions, c'est très volontiers. Il a fait grand bruit, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, d'accord, ok, mais je le regarderai volontiers, alors c'est bien de m'en parler, effectivement. Oui, alors pour moi, les solutions qui sont amenées sont déjà pas des solutions la plupart du temps. Vous pensez à quoi? Alors, par exemple, les 30 km à l'heure à Lausanne, dont vous avez parlé, pour moi, c'est une aberration écologique. Enfin, voilà, je le dis comme ça, mais déjà... Alors, développez. Voilà, je vais développer, ne vous inquiétez pas. Je sais, mais c'est mais on donc, du bien coup, ce que vous voulez dire. Déjà, au niveau... Alors, bon, pour moi, la question écologie, de manière générale, elle est mal traitée, tout simplement. Déjà, qu'il y ait un parti vert et vert libéral, alors je comprends les gens qui sont sensibles à ces questions-là et tout, mais il devrait y avoir en fait des écologistes, des scientifiques dans tous les partis en fait. C'est pas, le but c'est de nouveau pas de devenir monomaniaque sur un sujet et puis et je pense que la question écologie elle est de nouveau extrêmement, comme ce dont on a parlé avant, hein, comme je parlais de dynamique, c'est pas que le Covid ou comme ça, il y a quand même une sorte d'hystérie collective de nouveau aussi, dans le sens qu'on amalgame directement pollution, réchauffement climatique, etc. Au niveau de l'impact par rapport au réchauffement climatique, au CO2 de la Suisse, il est proche vraiment de zéro au niveau mondial. Enfin, c'est rien du tout. Après, le fait qu'effectivement, on soit sensibilisé à des questions de pollution et tout, ça je trouve bien. Évidemment, le but, c'est pas de gaspiller, de polluer. Je trouve qu'avoir un mode de vie raisonnable et pas ultra consumériste et malsain, c'est quelque chose de bien, effectivement. Mais voilà, on peut pas tout de suite, on en vient à des choses où il faut faire peur aux gens, vous voyez. Enfin, c'est tout de suite, ah oui, non, mais dans 10 ou 20 ans, on va cramer sur Terre. Et puis, c'est comme ça qu'on leur fait peur, c'est comme ça qu'on les mobilise et on les fait bouger. Mais finalement, ça fait pas peur aux multinationales. Et il y a aussi un lobby qui se développe, hein, même dans les énergies renouvelables. Enfin voilà, c'est aussi quelque chose de polluant. Il n'y a pas d'énergie propre actuellement. Alors c'est peut-être moins polluant et moins que des entreprises fossiles qui exploitent le CO2, mais même du moment que de toute façon c'est importé et exporté, il y aura de toute façon de la pollution, ça c'est sûr. Et du coup, c'est déjà bien, et c'est ce que défend l'UDC, de vouloir regrouper nos entreprises en Suisse et essayer d'éviter d'être dépendants au niveau mondial, déjà parce que voilà, il y aura certainement des tensions. Donc moi, je pense qu'au niveau des ressources, voilà, moi j'essaie d'avoir un point de vue vraiment général et cohérent. C'est aussi pour ça que je suis pour la neutralité. C'est pas que je dis la neutralité, c'est être gentil avec tout le monde ou je sais pas quoi. Le but, c'est pourquoi être neutre? C'est parce que on veut rester indépendant. On veut défendre notre parce que dès qu'on est, sinon, on est parti avec des grandes puissances, hein, que ce soit aussi bien les États-Unis que la Chine, que justement la Russie. C'est quand même ces puissances-là sont, on l'a vu, peu respectueuses des droits fondamentaux, des droits des citoyens et finalement du bien-être de leur population. Même aux États-Unis, on peut dire oui, c'est un pays développé et tout, mais la population aux États-Unis vit mal. Je connais des gens qui vivent là-bas, vraiment. Et c'est du coup, ce que je voulais dire, pardon, c'est que finalement, on défend, c'est une question de défense, c'est une question stratégique d'être neutre, comme c'est une question stratégique de produire la richesse sur notre territoire et de ne pas d'être complètement dépendant de la Chine
ou d'autres puissances. Alors ça, on est bien d'accord. J'ai juste ma question là-bas, c'était sur la mobilité, la mobilité dans le canton de Vaud. On est parti très loin. Non, c'est-à-dire que c'est des sujets... C'était pour dire que voilà... Je repose un peu le débat, c'est des sujets très intéressants, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, hein. Pourquoi pas, vous allez en tirer un de ceux-là dans la boîte à questions tout à l'heure. Je parlais juste à la base de la mobilité dans le canton de Vaud, et vous parlez de l'indépendance nationale par rapport aux productions qui viennent de Chine. Moi je suis tout à fait d'accord de vous poser la question là-dessus, simplement je pense que l'électeur ou la personne qui a envie de voir se dit... Qu'est-ce qu'elle pense d'abord de questions de mobilité sur le canton de Vaud. Après, on peut éventuellement poser des questions annexes, oui, mais simplement revenir un tout petit peu à la question de base. Je suis partie assez loin. Bon, en fait, le fil conducteur, je crois, c'était de dire que justement, les partis verts ou même verts libéraux ne proposent pas de solutions forcément concrètes et satisfaisantes. Et je pense qu'avec, par exemple, les 30 km/h... Qu'est-ce que vous proposez, vous pour améliorer, parce que la mobilité, c'est pas qu'une question de 30 km comme ça, c'est pas une question que de s'opposer sur des choses. Qu'est-ce que vous posez concrètement pour améliorer cette thématique pour les gens du quotidien, quoi, c'est une thématique qui les concerne au quotidien. Est-ce que je vais avoir un assez bonne desserte de transport public? Est-ce que je vais avoir assez de places de parc? Est-ce que mon carburant ne sera pas trop cher? Est-ce que je vais avoir des pistes cyclables pour pouvoir me déplacer en toute sécurité avec mes enfants comme ça? Quelles sont les solutions que vous préconisiez à la base? Alors des pistes cyclables, je suis tout à fait d'accord, mais il y a une différence entre les pistes cyclables et les autoroutes à vélo déjà, il faut dire. Et puis après, le problème, c'est aussi, est-ce qu'on doit... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu dans cette dynamique-là, quand je regarde la ville de Lausanne, d'autres villes peut-être un peu moins, mais vont aussi dans ce sens-là. C'est vraiment la volonté que les véhicules parquent en périphérie et que les gens viennent en transport public au centre-ville. Ce qui va créer un engorgement. Je suis désolée, mais c'est vrai que là, on voit, par exemple, il y a le M3 qui doit se développer, mais c'est pas encore le cas. Là, si vous prenez le M2 aux heures c'est pas encore le cas, je peux vous dire. Alors, on risque pas de le voir. Hein. Ce sera pas pour cette législature, en tout cas. C'est pas pour demain, voilà. Et donc, du coup, le M2 est aussi engorgé aux heures de pointe, mais aussi maintenant de plus en plus. Alors ça fait 15 ans quand même. Voilà, le problème c'est ça. Donc en fait, on veut, soi-disant, pour motif. En fait, c'est plus, à mon avis, c'est pas vraiment écologique. Ne soyons pas hypocrites. Ce genre de choses, c'est plus parce que maintenant, de toute façon, avec la loi sur le climat, les véhicules vont devoir devenir majoritairement des véhicules électriques. Et donc en plus, ils seront encore moins bruyants. Donc enfin voilà. Et donc en fait, finalement, c'est plus pour rapporter de l'argent, par exemple, à la ville de Lausanne, que les gens doivent payer leur ticket de métro. Enfin voilà, c'est assez dans ce sens-là que je le vois. Et par rapport, donc pour rester plus général, oui, donc sauf erreur, c'est à partir de 22h dans la ville de Lausanne. Hein, j'y habite plus, mais que... 22h jusqu'à 6h du matin. J'y suis retournée à plusieurs reprises, voilà. Donc, mais maintenant, ils parlent d'étendre encore en journée ces 30 km/h. Donc ça, c'est vrai que ça me choque un peu. Et puis même, à partir de 22h, je suis désolée, mais généralement... moi j'habite à côté d'un train à Montreux, donc alors je suis pas tout à côté de la gare, mais j'entends quand même passer les trains. Voilà, ça m'empêche pas de dormir. Je pense qu'effectivement, que ça soit 50 ou 30 km/h, c'est un peu un faux problème de pollution sonore. Il y a aussi, ça c'est un peu découragé les automobilistes. Mais les gens qui sont à mobilité réduite, par exemple, ils sont quand même bien contents de pouvoir circuler jusqu'au centre-ville. Et pour moi, c'est quand même assez aberrant. Alors, je veux bien qu'on désengorge certaines rues, mais finalement, on engorge autre part, on crée plus de problèmes qu'on en résout. Et donc, moi, je suis très critique par rapport à cette mobilité dans Lausanne, notamment. Après, pour ne pas parler que de Lausanne et des véhicules... On va dans la mobilité dans toute la Suisse et le canton de Vaud de manière générale. Hein. Voilà, aussi, ce qui est problématique, là, je crois, actuellement, c'est les CFF, qui sont justement... là, c'est de nouveau une problématique qui touche la classe moyenne. C'est quand même extrêmement cher, un abonnement en général. Tout à fait. Et je pense que c'est... Alors... vous allez me dire, je me fais un peu moi-même l'avocat du diable, oui, dans d'autres pays européens, en Italie, voilà, j'essaye de faire le dialogue, non, mais, vous le faites très bien, mais si on dit, j'anticipe, on va dire ça comme ça, mais par exemple, en Italie, on va dire, oui, alors les trains ont 2 heures de retard, alors en Suisse, c'est mieux. Oui, évidemment, c'est mieux, mais ça ne veut pas dire que c'est optimum pour autant et qu'on peut se reposer sur notre laurier. On peut toujours voir comment faire mieux. Et en plus, actuellement, les voies
les voies ferrées, je crois, sont un peu désuètes, sont vieilles. Enfin, il y a beaucoup de choses à améliorer, effectivement. Et au niveau de cette mobilité, maintenant, on est dans quand même... Alors, c'est pour ça que je suis quand même aussi pour l'innovation et le développement, aussi au niveau des transports. Donc, je ne suis pas justement conservatrice dans le sens qu'on doit aller en charrette comme il y a 150 ans en arrière, justement. Sans monter jusqu'à la charrette, qu'est-ce que vous verriez comme innovation dans le domaine des transports qui pourrait aider? Bon, alors il y a au niveau des routes principales, des autoroutes, il y a beaucoup. Là, on est quand même dans une situation d'engorgement. Hein, c'est un problème qui se pose en fait. Donc, il y a des discussions, je crois, au sein de mon parti où on veut effectivement faire rénover ces autoroutes ou étendre, je sais pas, faire une troisième voie ou comme ça pour effectivement faciliter la circulation en fait. Et je rappelle qu'il y a eu un petit changement quand même majeur qui vous concerne indirectement. C'est que pendant des années, le dicaster au niveau de la Fédération des transports et de l'aménagement du territoire a été géré par des partis centristes ou à gauche. Mais depuis cette année, 2023, c'est Albert Rochety qui est à la tête de ce... Donc, qu'est-ce que vous pensez que ça peut changer, puisqu'on parle d'une élection fédérale, donc on peut imaginer qu'il y a une chance quand même de vous retrouver sous la coupole, peut-être de cette législature, mais peut-être une prochaine. Qu'est-ce que vous attendez justement qu'est-ce qui peut changer avec quelqu'un de votre parti, pas de l'UDC Vaud, mais de l'UDC Suisse, à la tête de ce dicaster justement par rapport aux 10, 15, 20 années précédentes? Moi, ce que je pense bien par rapport à déjà cette personne, elle connaît très bien justement la problématique des énergies notamment. Donc, c'est quelqu'un qui justement qui connaît, enfin, elle sait vraiment de quoi elle parle. Donc, ce monsieur Albert Rochety, pour moi, c'est quelqu'un de très bien qui m'a l'air très bien. Enfin voilà. Vous n'allez pas dire le contraire en même temps. Hein, c'est compliqué à défendre. Hein. Non, voilà. Non, mais pas simplement parce qu'il est de mon parti, mais par rapport au fait que c'est aussi pour ça que je suis dans ce parti, c'est que je pense qu'on propose quand même des solutions pragmatiques et c'est pas simplement pouf, on se lève un matin et puis on a telle idée ou on essaye de vraiment, enfin moi c'est en tout cas, je pense que Monsieur Rochety il est aussi, c'est quand même quelqu'un de pragmatique qui connaît ce domaine-là et ce qui est bien c'est que justement on va essayer de voir par rapport à la population, les besoins de la population, qu'est-ce que la population veut et on n'essaye pas d'imposer une sorte de diktat comme j'ai l'impression que ça se fait plus dans d'autres partis, effectivement. Parce que moi je pense qu'on construit rien avec une idéologie. Enfin, c'est pas qu'on peut pas avoir une vision de développement et tout, c'est bien, mais les idéologies, c'est un peu, vous savez, c'est un peu des grandes idées abstraites. Et finalement, le but, c'est pas d'imposer une idée à la population, c'est de prendre la population et de voir ce dont elle a besoin et comment elle peut mieux vivre. Et justement, c'est la dernière question que j'avais à vous poser avant que vous tiriez votre petite question surprise. On va parler des libertés publiques. C'est justement, on parlait d'idéologie. Vous avez mis sur dans cette interview, vous avez parlé justement de la radicalisation d'un certain nombre de camps d'idées, l'idée de faire peur, dans une société qui est plus dans l'émotion que dans la rationalisation. Qu'est-ce que vous pensez de la situation de la dégradation récente et assez accélérée des certaines libertés publiques, je pense au droit de manifestation, une certaine forme de liberté d'expression, que ce soit lié à des plateformes, que ce soit lié à des lois, que ce soit lié à des mouvements liberticides. Qu'est-ce que vous pensez de la situation en Suisse, qui touche tout l'Occident, mais particulièrement en Suisse, parce que c'est là que vous pouvez agir en tant que citoyenne et en tant que candidate, des libertés, sur les libertés publiques en Suisse? Alors moi, ce que je trouve extrêmement dangereux, c'est que j'ai l'impression que les grands médias laissent peu de place au débat public, ou alors c'est un peu une sorte comment dire, ils ont un parti pris, clairement, quand même. Et c'est en fait une certaine élite de gauche, moi je trouve, qui maintenant entend gouverner la population pour son bien. Et en fait, il faut se rappeler quand même que c'est la population qui est souveraine à la base, oui, justement. Des journaux comme Le Temps, qui ne sont pas spécialement de gauche. Voilà, alors c'est aussi pour ça que je me cache pas d'avoir en fait voté contre en fait les aides à la presse, parce que c'était les aides à la RTS principalement,
Alors, je dis pas, hein, je suis pas en train de dire que c'est tous des incompétents là-bas. Et voilà, donc, en fait, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a aussi justement des médias dissidents. Alors, par exemple, moi, j'aime bien l'Impertinent, d'autres médias, effectivement, que je soutiens financièrement, parce que je suis contre cette pensée un peu unique où, en fait, on écarte le débat de la scène publique, et ça devient quand même très grave, en fait. On a quand même l'impression qu'on est dirigé par une certaine élite qui nous veut du bien, quoi. Euh, dit de manière, voilà, un peu légère, mais enfin, c'est vrai que c'est pas forcément... Il y a une partie de la population, d'ailleurs, qui ne vote pas, qui ne se sent plus représentée, à mon avis, et ça, c'est grave. Et je leur dis, peu importe, vous n'avez pas besoin de voter UDC ou de tel ou tel parti, mais par exemple, pour les élections fédérales, ça c'est très important, et puis je vais le dire effectivement maintenant, et le rappeler parce que je pense que c'est quelque chose d'essentiel, il faut voter, il faut vraiment, à la limite, si vous n'aimez pas les partis en tant que tels, vous faites une liste de personnes qui vous plaisent, et puis vous vous renseignez à un minimum, ça demande un peu de temps et d'énergie, mais je pense qu'actuellement, c'est un effort qui est raisonnable et nécessaire. C'est ce qu'on essaie de faire avec cette émission, d'ailleurs. Voilà, et donc du coup, voter pour des candidats. Vous n'avez pas besoin de voter pour un parti, vous pouvez voter pour des candidats qui ont des idées qui vous paraissent bonnes, donc voilà, et où vous vous sentez en fait soutenu. Et je pense qu'actuellement, bah voilà, la plupart... la plupart des personnes, enfin il y a eu quoi, bon ça fait plusieurs années, c'est vrai que les gens votent peu, il y a quoi, 50 à 60%, non, 50, oui, 50 à 60% de personnes en moyenne qui ne votent pas, de la population qui peut voter, évidemment, hein, je parle pas de, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même, c'est quand même un peu dommage, alors qu'on a quand même la chance en Suisse que la population soit souveraine et d'avoir des choses comme le référendum, des instruments comme le référendum, comme l'initiative populaire. Et c'est aussi peut-être pour ça, hein, parce qu'on a dit, ah oui, le Covid, c'était moins pire en Suisse qu'ailleurs et tout. Je dis oui, mais c'est pas parce qu'on est mieux dirigé. Clairement, à mon avis, on a autant d'incompétents qu'ailleurs, hein, très clairement. Mais par contre, c'est plus parce que, heureusement, démocratiquement, on peut pas faire n'importe quoi. Les élus savent qu'ils doivent quand même continuer à rendre des comptes. Et ça, c'est extrêmement important, qu'ils en aient conscience. Du coup, ce que je vous propose, c'est de terminer cette émission. Il restera deux questions. Il y aura la question de conclusion, bien entendu. Mais de tirer un petit sujet au hasard, de me lire, et la thématique que vous avez tirée, et de regarder sur quoi vous allez tomber. Mon Amérique à moi. Oui. Ah, une question sur les États-Unis, j'ai plaisir. En fait, ce sont des sujets de société. Et là, on va parler d'un sujet qui est cher au professeur Ludovic Tournès, que je salue s'il tombe un jour sur cette émission, qui est un professeur français d'origine qui enseigne à l'Université de Genève et qui est spécialiste de tout ce mouvement d'américanisation. On sait que l'UDC est un parti qui, en tout cas, je ne sais pas pour votre cas, mais je parle de l'image générale, est un parti qui défend une certaine vision des valeurs helvétiques par rapport à d'autres, une certaine vision, genre en mode, nous on a un modèle, on veut le défendre, on ne pense pas que c'est forcément mieux que les autres, mais c'est celui qu'on veut défendre pour notre population. Et on l'a vu depuis plus d'un siècle maintenant, cette montée en puissance du modèle culturel américain, avec justement qui s'influe pas non seulement dans le type de vêtements ou le type de nourriture que l'on consomme, mais également dans la vision de la société. Aujourd'hui, on est dans la société civile, on est dans la réaction par rapport à une société suisse qui est plutôt habituée à une société du compromis, du libre arbitre, de la démocratie directe, on va dire. Euh, Comment est-ce qu'on, au niveau des jeunes qui sont notamment très fortement, notamment les jeunes dans les villes, comment est-ce qu'ils sont très fortement influencés par des cultures extérieures, dont la culture occidentale majoritaire qui est la culture américaine. Comment est-ce qu'on fait pour à la fois ne pas s'interdire toute relation avec les États-Unis, parce que notre modèle, c'est pas la Corée du Nord, et en même temps pour promouvoir notre modèle culturel, qui n'est pas forcément meilleur que les autres, mais qui n'est pas forcément moins bien non plus, et pour éviter de se faire submerger culturellement par les Américains, par le modèle apporté des États-Unis, c'est-à-dire tout ce qui est les séries Netflix, tout ce qui est le Hollywood, je fais pas un dessin, le mode de vie, les bouts, la nourriture, voilà. Et comment c'est quand même un sujet qui concerne une bonne partie de la population, en tout cas les populations urbaines
en Suisse aujourd'hui? Alors, donc déjà, de manière générale, je pense de toute façon, on doit faire attention aux grandes puissances, parce que les grandes puissances veulent de toute façon, alors c'est pas voilà, évidemment, il ne s'agit pas de rompre toute relation, mais il faut toujours être prudent, à mon sens. Par exemple, par rapport à ce qui se passe en Ukraine actuellement, les Américains essayent quand même d'instrumenter l'Europe. Enfin, dans le sens que c'est quand même une influence, les États-Unis comptent sur le soutien de l'Europe par rapport à non seulement la Russie, mais à l'Asie de manière générale, aussi contre la Chine. Si on prend de l'autre côté, par exemple, c'est le Japon que les États-Unis utilisent un peu contre la Chine. Donc les États-Unis, par exemple, posent leur pion, mais évidemment, c'est pas pour être anti-américain. Qu'est-ce de l'influence américaine pas plus qu'être pro-chinois, etc. Non. Pour le sens que, mais en fait, moi, ce qui me fait beaucoup rire actuellement, c'est que finalement, ceux qui étaient le plus anti-américains, c'était de nouveau la gauche. Des années en arrière, ils étaient anti-américains par rapport guerre du Vietnam, guerre en Irak. Voilà, des monstrueuses critiques. Et puis maintenant, c'est les premiers qui se jetteraient dans les bras des Américains par rapport au conflit Ukraine-Russie. Donc c'est vrai que... qu'à l'époque, quand même, au niveau de la critique, ce n'était pas forcément infondé, cette critique au niveau des Américains à l'époque. Bien entendu. Durant la deuxième partie du XXe siècle. Quoi. Bien entendu, mais je suis critique, mais ils n'ont pas changé, ils ne sont pas devenus des petits saints du jour au lendemain. C'est bien ça où il faut être cohérent et pas virer dans la schizophrénie. Une fois ils sont tout gentils et une fois ils sont tout méchants. Parce que là justement c'est le modèle américain, tout blanc, tout noir. Ça va pas. Et puis donc non, mais vous avez les héros, les films américains. Donc vous avez parlé avant Netflix. C'est complètement caricaturé. Et puis nous, on essaye d'être un peu plus pondéré parce que comme vous avez dit, on a effectivement une culture du consensus et tout. Je pense que c'est aussi bien pour avoir un esprit critique de réussir à être pondéré, d'écouter d'autres avis que celui d'un seul parti ou que les convictions personnelles qu'on a, d'être toujours ouvert au débat et au dialogue justement. Et c'est aussi en Suisse, la chance qu'on a, c'est aussi la diversité linguistique. Pour moi c'est vraiment une chance aussi. Prenez par exemple un Américain, il n'a pas ça, clairement, il ne sait même pas que la Suisse est en Europe, peu importe, ou il confond la Suisse et la Suède. Question sur cette américanisation, justement, on parlait des langues, c'est très intéressant. Est-ce qu'il pour vous, il faudrait vraiment maintenir comme deuxième langue apprise à l'école, par exemple si on a un francophone, l'allemand, ou si on est un petit enfant qui est à l'école à Zurich, d'apprendre le français avant l'anglais, qui commence à devenir une des langues principales de la Suisse, alors que c'est pas. Il y en a qui parlent du chinois maintenant, c'est un peu plus compliqué. L'anglais est quand même appris à l'école obligatoire. Donc ça c'est aussi une forme d'américanisation quelque part, si les gens apprennent l'anglais avant notre langue nationale. Alors on n'apprend quand même pas l'allemand avant l'anglais, il me semble. Ça dépend dans quel canton suisse-allemand. D'accord. Alors je pense que c'est important. L'anglais avant le français à l'école. C'est important d'apprendre l'allemand avant l'anglais. Après, l'italien, selon moi, c'est aussi une jolie langue et tout, mais c'est vrai qu'ils sont plus minoritaires. Peut-être que c'est vrai que ça peut être plus utile d'un point de vue pratique de connaître l'anglais. Je veux dire, si on a déjà l'allemand, le français, l'anglais, moi j'ai quelques notions d'espagnol. J'ai un peu perdu, mais c'est aussi une langue aussi importante, l'espagnol. Et donc, du coup, c'est aussi... pour moi, j'ai cette curiosité des langues. Après, il y a des gens, ça les barbe, ils n'ont pas forcément cet intérêt-là. Donc, voilà. Mais non, en soi, c'est assez bien d'avoir quand même une langue internationale avec laquelle communiquer. Après, est-ce que ça doit être l'anglais plutôt qu'une autre? Historiquement, ça fait comme ça. Moi, ça ne me dérange pas forcément plus que ça, même si, effectivement, si il faut quand même être conscient qu'effectivement, quand on favorise une langue, on favorise aussi un mode de pensée. Exactement. Par la linguistique. Anglo-saxon, du coup américain. Mais ce qui est bien avec l'anglais, c'est quand même que tout le monde peut l'apprendre et la parler facilement. Vous voyez, par exemple, le chinois ou le russe ou même l'allemand. L'allemand est quand même une langue un peu plus complexe, vous voyez. Oui, mais c'est 66% des locuteurs de notre pays. Effectivement. Non, mais alors moi je suis pour effectivement favoriser et que d'ailleurs je trouve que c'est vrai que c'est assez honteux que les Suisses allemands se débrouillent aussi bien en français et puis que nous, que les Suisses romands en allemand, on soit vraiment pas terrible. Moi je le comprends bien, je le parle pas très très bien couramment, je le comprends bien, c'est déjà ça. Faudra pas, si vous êtes élu au conseil non, national, il va falloir le bosser. On nous demande pas de parler dans d'autres langues, je crois, il faut le comprendre ce qui est dit tout simplement. On peut répondre.
je crois que chacun peut répondre dans sa langue, sauf erreur. Valentine Piton, Je préférerais répondre dans ma langue que de répondre une bêtise dans l'autre langue. Mais si j'ai compris la question, c'est déjà bien, je pense. Valentine Piton était venue. Valentine Piton nous avait expliqué qu'elle avait fait la dernière législature, elle avait fait son premier mandat et justement, elle avait eu comme des notions d'allemand, mais qu'elle avait dû l'obligation de prendre des cours intensifs d'allemand, alors qu'elle avait fait un parcours scolaire tout à fait classique en Suisse, mais qu'elle avait dû prendre des cours justement d'allemand et que ça était un peu revenu et que ça avait bien progressé dans ce domaine-là, mais qu'effectivement c'était hyper important, notamment pour tout ce qui est travail en commission, notamment. Mais alors après, c'est vrai que voilà, je sais pas, je pense que j'ai un niveau à peu près C1, donc c'est pas bilingue non plus. Je pense pas qu'il y a une nécessité d'être bilingue. Je sais pas, ça dépend peut-être des questions sur lesquelles on doit répondre, hein, parce que même, si c'est des questions qui sont déjà pas évidentes dans votre langue maternelle, alors voilà, enfin, après, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que peut-être aussi au niveau de ce qui pose où j'excuse partiellement, parce que c'est vrai que, voilà, en Suisse romande, on n'est pas fort en allemand et c'est bien dommage, mais c'est aussi le problème que les Suisses alémaniques se donnent pas toujours la peine de parler en allemand et discutent la plupart du temps entre eux en suisse allemand. Et même pas en suisse allemand, enfin, dans le sens que, enfin, même pas quand ils sont entre eux, c'est-à-dire aussi quand il y a des personnes francophones, mais que c'est hors des séances officielles, ils vont tout de suite partir dans leur groupe et parler suisse-allemand. Donc évidemment, une personne qui est francophone, elle va pas bien les comprendre. C'est aussi un peu dommage, on va dire que voilà, ça coupe aussi quelque chose. Alors, je comprends leur amour du suisse-allemand, mais enfin, en soi, c'est vrai que c'est un peu dommage de couper, peut-être de mettre un peu un clivage. C'est aussi pour ça qu'on parle de la barrière de Rushdie. Enfin voilà, vous voyez. Peut-être pour finir par rapport, parce que la question au départ, ça portait sur les États-Unis et pas vraiment sur l'influence américaine. Voilà, l'influence américaine. Donc en fait, il me semble, si je dis pas de bêtises aussi, que le wokisme, tous ces mouvements, ça vient un peu de là-bas justement. Importé de France par les États-Unis et renvoyé en Europe avec l'eau du bain, quoi. Voilà, donc vous avez bien résumé. Donc le problème, c'est que c'est effectivement, c'est un peu cette problématique de l'émotionnel. De nouveau, on en revient à l'hystérie collective. Je suis désolée, mais c'est vraiment ça en fait. C'est des jeunes ou même pas des moins jeunes aussi. Hein, donc voilà, mais c'est un peu cette culture de tout de suite faire du cas particulier une généralité. Ce que je trouve aussi très très mauvais dans le modèle américain, c'est la culture de la victimisation. C'est aussi vraiment, on ne prend pas, alors que c'est plutôt justement un État qui est censé prendre des responsabilités au niveau de prôner les responsabilités individuelles. D'ailleurs, par rapport à leur système, je suis très critique par rapport à leur système d'assurance. Ils n'ont pas d'assurance. Il y a des gens qui vivent qui doivent travailler jusqu'à je ne sais pas quel âge, 70, 75 ans, voire au-delà chez eux, parce que voilà, ils n'ont pas de système d'assurance solide. Alors ça, c'est vrai que c'est une critique. Donc là, c'est par rapport à tout ce qui est prévoyance individuelle. Si vous ne la faites pas, personne ne viendra vous sauver. Par contre, par rapport à la victimisation, et par exemple, on voit ça fait des années, mais qu'on entend des choses complètement folles, des gens qui gagnent des millions dans des procès contre des entreprises et tout, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas fait attention, mais enfin, ils prennent, ils s'érigent un peu en victimes, alors qu'au départ, c'est caricaturé, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Alors, qu'une entreprise soit responsable, par exemple, par rapport à des normes de construction qui ont été mal faites, bien entendu, mais après, il y a aussi la responsabilité individuelle. Je veux dire, il y a un moment donné, vous conduisez votre voiture, vous êtes responsable. Ce n'est pas le constructeur de la voiture qui est responsable à votre place. La question se posera peut-être avec les voitures intelligentes, mais justement, après, on vient dans un modèle de société qui est, à mon avis, assez malsain à plusieurs égards, parce que si on est dans une culture, par exemple, de la victimisation, le souci qui se pose, c'est que les gens sont assistés et ils ne veulent plus avancer d'eux-mêmes. On ne les force pas à se responsabiliser. Et la responsabilité individuelle est extrêmement importante, parce que c'est ça qui amène, en fait, les gens à progresser, ne pas stagner ou même régresser maintenant. Et on voit, en fait, le modèle américain, c'est quand même... À mon avis, c'est que historiquement, c'est justement les États-Unis, c'est des États très jeunes qui se sont développés très vite. Et à mon avis, voilà, ils sont partis avec leur culture du leadership et puis leur modèle. Mais il y a des choses qu'ils n'ont pas... clairement pas digérées, on va dire ça comme ça. Enfin, et puis ils sont un peu, des fois, en roue libre,
a inventé des trucs. C'est le moment de l'ultra-matérialisme, le consumérisme, l'instantanéité. Voilà, alors il y a des choses à changer. Dans chaque... moi, je suis très ouverte d'esprit à la base. Je pense que dans chaque courant de pensée, il peut y avoir des choses intéressantes à prendre, mais d'autres aussi qui le sont nettement moins. Et il s'agit de ne pas devenir excessif. Et là, avec les États-Unis, on a quand même, c'est vrai que de plus en plus, et les réseaux sociaux, enfin moi je pense qu'au niveau des réseaux sociaux, on a parlé de la presse, mais pour aussi nuancer aussi un peu mon propos, les réseaux sociaux sont aussi... prenez Twitter et tout, c'est l'instantanéité, c'est l'émotion. C'est la jungle totale. Et vraiment, et à mon avis, après, s'il y a des gens mal intentionnés qui utilisent ça, mais on peut vraiment manipuler toute une population. Enfin, moi, ça me fait vraiment... Oui. Mais voilà, enfin, pour dire effectivement que c'est quelque chose qui peut devenir en fait très malsain. Mais après, je ne suis pas non plus pour dire que... par exemple, au niveau de l'innovation, par exemple, je pense qu'il y a plus de projets qui sont là-bas qu'en Suisse, très clairement. Et que oui, bon, ils sont 320 millions et on est 8. Hein, oui, mais on encourage aussi beaucoup plus. Là-bas, peut-être, la chose qui est positive aux États-Unis, c'est qu'on encourage. On n'a pas une sorte de on encourage plus la liberté d'entreprendre, quoi. C'est ça, et on a, voilà, et c'est moins, on va moins pointer du doigt quelqu'un qui a fait un échec, il peut toujours se relever, alors qu'en Suisse, voilà, vous avez vos poursuites, vous avez l'État sur le dos, enfin, vous êtes mort, en d'autres termes, enfin, vous êtes déjà un casier judiciaire, c'est foutu, enfin bon, voilà, mais même pour des choses qui sont peut-être, sans avoir fait une escroquerie ou je sais pas quoi, hein, vous voyez, donc... Si je résume, il y a des points positifs à apprendre de l'américanisation, mais il faut faire attention avec certaines autres choses et rester quand même relativement fidèle à ce qui a fait la réussite, une certaine réussite de la population de notre pays, quoi. Voilà, et peut-être juste pour finir, je crois que je l'ai déjà dit, mais ce qui est justement très dangereux avec les Américains, je dis pas que c'est les seuls, mais en tant que grande puissance, c'est vraiment leur culture du leadership aussi. Ils veulent imposer, ils pensent à leur intérêt. Il faut bien être conscient qu'ils ne pensent pas à l'intérêt des Européens notamment. Donc juste voilà, avoir cette prudence dans les relations qu'on noue avec ces États. Tout à fait. Eh ben, dernière question, je vous laisserai 2 mots pour finir rapidement. C'est juste que le temps avance, on doit aussi vous libérer. Je parle un peu trop. On doit aussi vous libérer. C'est une façon de polie de dire que je parle. Non, c'est intéressant, ça a changé un peu au niveau des questions. Bon, je pense qu'il y a des gens, c'est oui, non. Non, ça. Comment est-ce que vous... Voilà, si les électeurs et les électrices du canton de Vaud votent pour vous, sur quoi peuvent-ils compter sous la coupole, au Parlement ou de manière générale dans la vie publique, dans le débat sur quels sont un peu les arguments qui feraient que vous seriez bonne représentante, on va dire, parce qu'un parlementaire, c'est avant tout un représentant du peuple, de la région qu'il représente ou du canton en Suisse. Donc, au niveau de ce que je peux garantir, alors je n'ai pas la prétention de garantir, j'ai la prétention de défendre, parce que si on est minorisé, on ne peut pas garantir grand-chose. Donc, si je suis la seule, ou que, pas la seule, mais qu'on voilà, on est minorisé aussi au niveau de mon parti, ou même si à l'interne de mon parti, je suis minorisée, je pourrais pas, je pourrais pas forcément faire avancer certaines choses, certains projets comme je le souhaite. Mais le plus important actuellement, à mon sens, mais ça c'est aussi voilà, en tant que femme de loi justement, et comme je l'ai déjà expliqué, c'est vraiment la conservation au niveau des droits fondamentaux des individus, le respect de la Constitution, le respect démocratique, effectivement. Et puis là, comme on l'a vu maintenant, c'est plus le Covid, mais c'est la guerre en Ukraine. Donc moi, je vais vraiment être pour la défense de la neutralité. Apparemment, on est minorisé, mais là, il y a une initiative qui circule, effectivement, pour que la population participe et donne son avis. J'espère que les médias ne vont pas trop influencer la population dans un sens. Et parce que je pense qu'effectivement, actuellement, en fait, la neutralité est quand même marquée dans la Constitution. Donc finalement, si on ne la respecte pas, on viole la Constitution. Donc c'est pas moi qui invente ce grand principe qui tombe du ciel, une fois de plus, mais il est marqué dans la Constitution.
Alors, au bout d'un moment, ça veut dire quoi si on ne respecte pas la Constitution? Et je rappelle quand même que la Constitution, comme la Convention européenne des droits de l'homme, est au-dessus des lois fédérales et des lois cantonales, hiérarchiquement parlant. Donc, on n'est pas censé, le Parlement n'est pas censé, et le Conseil fédéral n'est pas censé prendre des décisions comme ça, à la légère, sans avoir concerté la population. Donc, par rapport à ces questions-là, ça me paraît très important. Et par rapport, comme j'en ai déjà parlé auparavant, le pouvoir d'achat. Ce que j'avais pas eu le temps d'évoquer, je crois que c'était ce qui avait trait à la prévoyance vieillesse, la LPP notamment. Et ça, je pense qu'il doit y avoir une révision qui doit être faite rapidement. Une solution qui tienne la route par rapport à cette LPP. Le gros problème, la grosse difficulté actuellement, selon moi, c'est que à partir de 50 ou 55 ans, même des personnes qui sont qualifiées ou dans un domaine où il y a beaucoup de demandes, enfin beaucoup d'offres plutôt, enfin de demandes dans le secteur, par exemple l'informatique, donc des gens qui sont pourtant informaticiens, voilà, avec CFC ou même qui ont fait une formation supplémentaire, ont de la peine s'ils sont au chômage à 50 ou 55 ans à se réinsérer en fait dans le milieu du travail. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des charges sociales qui sont beaucoup plus élevées que pour un jeune. Alors que la personne a de l'expérience et c'est pas qu'elle a has-been et tout. Enfin, c'est que justement elle a plutôt de l'expérience par rapport à un jeune, mais elle coûte beaucoup plus cher en fait, surtout pour des petites entreprises. Évidemment, si vous êtes à l'état de veau, il n'y a pas ce problème-là enfin voilà, par rapport au... Mais je veux dire, une petite structure aura de la peine à payer ses prestations sociales, on va dire ça comme ça. Alors bien sûr, les prestations sociales, c'est important, mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être voir un taux aplani depuis l'âge, par exemple, de 20 ans par exemple, une fois que la personne a fini son apprentissage, qu'elle commence déjà à cotiser pour cette LPP, puis réviser en fait ses taux et ses barèmes. Donc voilà. Après, c'est les charges dans les budgets des ménages que j'entends revoir. Et puis comme j'en ai déjà suffisamment parlé par rapport à l'assurance maladie, et donc voilà, donc la défense de la classe moyenne et du pouvoir d'achat me paraît extrêmement importante par les temps qui courent. Je le vois avec beaucoup de mes clients, enfin c'est qu'un échantillon, mais je crois que j'en ai discuté avec des personnes de différents milieux et puis c'est pas qu'anecdotique. Donc il y a quand même de plus en plus de personnes de la classe moyenne ou classe moyenne inférieure ou même justement les revenus modestes qui ont beaucoup de peine à nouer les deux bouts. Et ce que je trouve particulièrement choquant, c'est que finalement des personnes à revenus modestes sont des fois moins bien loties encore que des personnes à l'aide sociale, alors qu'on devrait justement encourager les personnes à travailler et tout, ce que la gauche fait malheureusement assez peu selon moi, enfin une partie de la gauche en tout cas. Marianne Dean, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Femmes Fédérales. Ouais, je vous remercie, merci beaucoup, c'était un plaisir en tout cas, merci.